un très bon exposé. Comme j'ai sous les yeux ce renard, je noterai à titre purement ponctuel que également, d'ailleurs, dans ces scènes, les scènes de chasse sont très nombreuses chez Courbet, à partir d'un certain moment, d'ailleurs, il a abandonné, on pourrait presque dire, tout autre sujet. Il était lui-même chasseur, mais en même temps, là, moi, je vois quelque chose qui est une sensibilité tout à fait terrible à l'animal sauvage, parce que ce malheureux renard, c'est affreux, il a une patte qui est serrée il est renversé parce qu'il a une patte qui est serrée dans un piège qui lui mord la patte et qu'il a cassé la patte, et c'est atroce comme situation. Je savais, lui-même était chasseur, donc on ne peut pas dire que c'est fait nécessairement par pitié pour le renard, mais c'est ce qu'on pourrait appeler une empathie très profonde avec comme on a parlé de Van Gogh la fois précédente, tu parlais de Cézanne également, mais je pense que chez Van Gogh il y a également la même empathie avec son objet. Et là, ce renard, ça fait penser également dans la célèbre scène où il y a un cerf qui est à la ligne, qui est tué et qui est tenu par des chiens et qui va être tué par des chasseurs. Il y a un chien également qui est comme ça, qui est renversé, mais qui a été tué, je ne sais pas ce qu'il a fait ce chien, il a dû être tué par le cerf d'ailleurs, il a dû recevoir un coup de corne, et tu vois, c'est ce je crois que je dois l'avoir. Qui avait donné lieu, mais je ne me rappelle plus quelle était l'analyse qu'il y avait eu, lorsqu'il y avait eu, tu étais pâle, mais ça avait été édité dans Chimère. Sur Guillaume Quinghem, lorsqu'il y avait eu à Quimper un colloque organisé par Alain Nage et Brossat sur Guillaume Quinghem, il y avait un psychanalyste qui avait fait une analyse de ce chien de Courbet et du sexe que montrait, je ne sais plus du tout à propos de quelle chose il avait fait cette analyse-là, du sexe de Courbet, du chien qui était renversé sur le dos et que l'on voyait entre ses jambes danser, qui était à la hauteur du nez du spectateur. Je ne sais pas, tu n'y étais pas toi, mais toi tu as vu que Christiane, tu as certainement lu ce numéro de Chimère où il y a cette analyse qui a été faite, qui était une comparaison entre ce sexe de chien et d'autre part la naissance du monde, l'origine du monde, qui est un sexe féminin. Mais je ne me rappelle plus du tout quelle était cette analyse qui avait été faite. Tu ne vois pas? Non. C'était dans le numéro qui a été publié par Stéphane Nadeau, d'ailleurs, dans Chimère. Et où là, c'était ça ne s'imposait pas totalement comme analyse, d'ailleurs, mais c'était intéressant parce qu'il est évident que ce chien renversé et qui a un sexe extrêmement visible est très curieux en premier. On ne le voit pas très bien là-dedans, parce qu'il met sur le tableau, il est très visible. Il est à Besançon, ce tableau, et il avait été présenté d'ailleurs lors de l'exposition Courbet à Paris. Là-dedans, c'est peut-être pas... c'est dans le cadre de ce que tu dis, mais c'est un exemple aussi de vision, d'angle de vue tout à fait original, et on peut dire, on pourrait dire justement, non pas incongru, si c'est peut-être incongru dans la mesure où c'est inhabituel, ou peut-être dans des scènes ou tableaux de chasse qui sont relativement abondants dans la peinture au cours de l'histoire de la peinture, que ce soit en France ou dans d'autres périodes.
et là, il a présenté quelque chose sous un aspect tout à fait nouveau, tout à fait original. Je voulais insister, évoquer quelque chose. Oui, tu as bien évoqué cette idée que on a dirigé contre Courbet, généralement avec beaucoup de violence, parfois, une violence accompagnée de haine ou de jalousie lorsque ça venait de certains peintres, peut-être malheureusement Delacroix, parce que bien que Delacroix également est estimé à certains moments Courbet, ainsi que Baudelaire, mais ensuite je crois qu'il y a eu un revirement et qu'il y a eu une sorte de distance qui a été prise par rapport à Courbet, tout au moins de la part de Baudelaire, de la part de Delacroix aussi. Et on a spécialement, à l'égard de Manet, également, qui est un peu plus jeune que Courbet, mais qui est son contemporain aussi, on a renouvelé ces accusations, comme tu dis, à l'égard du déjeuner sur l'herbe. Mais à l'égard de Courbet, ce qui nous frappe, ce qui est curieux, ce qui nous frappe maintenant, quand on regarde Courbet, ce n'est pas tellement ce qu'on a considéré comme étant la laideur et la vulgarité des sujets, c'est plutôt la relation évidente entre Courbet, la Renaissance avec Courbet, ou la reprise en main d'une inspiration qui est très, très nettement celle de Velázquez, celle de Murillo, celle de Rubens, certains aspects de Rembrandt ou de Frans Hals. Donc c'est ça, c'est cette reviviscence d'une peinture très à la fois baroque et réaliste, très forte, parce que le réalisme de Courbet aussi est, comme tu le dis, un concept tout à fait relatif. On serait plutôt, à l'heure actuelle, tenté d'insérer toutes les compositions de Courbet dans cette tradition, que ce soit une tradition de la peinture espagnole et hollandaise du XVIe siècle, ou XVIIe, ou bien dans un certain style baroque que l'on trouverait beaucoup d'ailleurs dans cette scène de chasse qui est tout à fait étrange, qui est à la fois peut-être prise sur la réalité, mais qui est en même temps une composition, une mise en scène certaine. Tu as raison de dire que la composition de Courbet est spéciale, que c'est une déconstruction et un éloignement par rapport à une construction de type classique, mais ces tableaux, ces grandes compositions sont quand même effectivement de grandes compositions, c'est très construit, même les paysages qu'il choisit, l'organisation du paysage est toujours aussi construite. Chez Manet, ça sera différent. Il y aura une rupture, à mon avis, beaucoup plus grande avec ces canons de la composition, soit classique, soit baroque. Tandis que chez Courbet, j'ai l'impression que ça se relie. Parce que je parlais de l'homme au gant, là, qui est quand même est très présent dans cet homme avec la main dans la ceinture également. Ou bien, j'avais présenté également les curés, le retour. Ah oui. Et alors ce qui a fait scandale aussi, ce sont les curés qui reviennent, des curés en goguette, mais ça ressemble à des scènes flamandes, ça. Ce qu'on ne comprend pas, comment il se fait que les critiques du XIXe siècle, qui pourtant étaient très connaisseurs de l'histoire de la peinture, on ne peut pas leur refuser, et pousser des cris épouvantables à la vue de cela, alors que
des scènes de truculence de membres du clergé sont très présents dans la peinture hollandaise ou flamande, ou chez Velázquez, ou chez Murillo, on voit beaucoup. Chez Velázquez, on voit des nains de cour, on voit des monstres, des personnages difformes, et on accuse uniquement Courbet, ou chez Goya. Alors chez Goya, qui était quand même connu à cette époque. C'est étrange, ces attaques que l'on a portées à l'égard de Courbet, je trouve. Et qu'il n'y ait eu à l'époque, personne n'a songé à le soutenir de ce côté-là, ni lui-même, mais enfin il ne se jugeait pas particulièrement lui-même du point de vue de l'histoire de la peinture, bien qu'il fût assez connaisseur, je crois, mais je crois qu'il possédait également des collections qui étaient des faux, un peu comme Balzac, qui avait cru acheter des Rubens, des Franz Hals, des Italiens, et tout était des faux. Donc il ne s'y connaissait pas d'une façon absolument parfaite dans les collections qu'il avait réunies lui-même. Mais là, il y a quelque chose d'un peu bizarre. Moi, j'ai l'impression qu'on a eu que c'est cette opposition à un certain académisme, parce que ça avait été à l'égard de Delacroix également auparavant, mais quand Delacroix a quand même joué sur la grande peinture d'histoire, bien qu'il ait fait également des œuvres qui n'avaient aucun rapport avec la grande peinture d'histoire. Mais il a résisté, il a triomphé de ces accusations. C'est, comme tu le dis, d'ailleurs, c'est bien les positions plébéiennes, républicaines, oppositionnelles en politique de Courbet, qui ont fait il a, en France du moins, à l'étranger c'est pas pareil, puisqu'il avait beaucoup plus de succès, d'après ce qu'il dit lui-même, en Suisse, en Autriche, en Angleterre, aux États-Unis, qu'il n'a eu en France. Mais en France, il faudra attendre très longtemps avant qu'il soit véritablement reconnu, j'ai l'impression. Il a connu pendant une période un grand succès. Oui. Il était très heureux de gagner, en revendant sa correspondance, de gagner beaucoup d'argent. Manet aussi a été inspiré par la peinture espagnole. Oui. Et après, il a connu un peu moins de succès, notamment après la Commune de Paris, ça c'est sûr. Il a tué. Mais ça, on a monté une véritable cabale destructive contre lui. Mais ta remarque, René, me paraît effectivement juste par rapport à cette représentation du réalisme et ce scandale que paraît susciter le réalisme, en disant, mais enfin le réalisme, Courbet l'a pas inventé. Mais en revanche, je pense qu'il y a deux points. Il y a d'une part le profond mouvement réactionnaire du XIXe siècle, quand même. Le XIXe siècle français, c'est vraiment le siècle de la réaction, le siècle de la réémergence des pouvoirs religieux, le siècle de la restauration. Et il y a un mouvement réactionnaire très profond qui feint d'ignorer toute cette tradition antérieure pour s'incarner dans une tradition pseudo-idéaliste issue de tout ce mouvement bourgeois. Ça, c'est quand même très présent. Et du coup, il y a un déni, il y a un véritable révisionnisme esthétique du XIXe siècle. Et Courbet s'inscrit en faux contre ce révisionnisme esthétique. Et du coup, évidemment, sa peinture est combattue pour cette raison, qui est une vraie raison politique.
Mais j'ai l'impression qu'en même temps, et je trouve que les images que tu nous as données à voir le montrent très bien, Courbet a aussi été formé à la peinture romantique. Il a été formé à l'idéalisme romantique. Et je trouve que ça se voit dans ses autoportraits. L'homme à la ceinture, c'est un portrait romantique. Le jeune homme blessé, c'est un portrait romantique. Et cette émergence du romantisme va de pair avec une fascination pour Léonard de Vinci, pour la peinture du XVIe siècle, et pour la peinture, y compris religieuse, du XVIe siècle. Et pour moi, Courbet est en tension entre ces deux postulations, ce que tu as très bien montré comme sa postulation plébéienne, sa volonté effectivement de réinscrire, pas d'inscrire, mais de réinscrire le réalisme dans la peinture, dans les sujets de la peinture, et puis d'autre part, cette formation romantique dont il est imprégné, et qui fait dire à Delacroix, lorsqu'il voit les sujets de Courbet, mais on ne voit pas de quoi il veut parler, alors que Delacroix lui-même a été en conflit aussi avec ces systèmes-là. Mais il y a un double jeu chez Delacroix d'instauration de la bourgeoisie romantique dans le mouvement du romantisme révolutionnaire. Donc du coup, il y a une véritable dualité chez Delacroix. Et chez Courbet, en revanche, il y a une inscription dans le réalisme beaucoup plus forte que chez Delacroix, mais je crois d'autant plus forte qu'elle est aussi contemporaine de l'émergence de la photographie. Et il y a un conflit dans l'esthétique réaliste entre la volonté de faire peinture et la tension par rapport au réalisme photographique. Cette tension, je trouve qu'elle est aussi présentée par Baudelaire. Baudelaire, effectivement, récuse le réalisme photographique. Et d'une certaine manière, Courbet le récuse aussi. Parce que son réalisme n'est pas du tout, justement, d'ordre photographique. C'est pas de l'hyper-réalisme, c'est pas ce que les Américains produiront sous le nom d'hyper-réalisme. Donc, en fait, je trouve que ce que tu as très bien montré dans ton exposé, c'est que la question du réalisme, qui fait vraiment l'originalité de Courbet, c'est pas le réalisme des sujets. Le réalisme des sujets, il existe effectivement, on l'a dit, depuis finalement la peinture protestante, c'est-à-dire une peinture qui refuse les sujets religieux et qui montre Vermeer peint une laitière, etc. Enfin, Courbet est très loin d'être le premier. Donc c'est pas la question du sujet, mais je trouve que tu l'as très bien dit, c'est la question de la posture. La question d'un regard, d'une sorte de déplacement du regard entre le spectateur et l'objet. Et tu as décrit ça comme une forme de désordre. Il y a quelque chose qui dérange, qui crée un désordre, une distorsion, parce que le réalisme est beaucoup plus dans l'impossibilité d'assigner le regard à une fonction exclusivement esthétique. Et il y a toujours un jeu entre le regard esthétique et l'immédiateté du regard. Et du coup aussi dans la manière dont se pose le sujet. Par exemple, dans ces deux baigneuses dont Delacroix dit « mais on ne sait pas ce qu'elles foutent et on ne sait pas ce qu'elles veulent », normalement, que doit vouloir une baigneuse dans le sujet de la peinture? Elle doit vouloir juste aguicher le voyeur. C'est tout ce qu'elle a à faire. Pourquoi elle se trimballe à poil au milieu d'une peinture face à des gens qui sont tous là, la langue pendante autour? Donc, il s'agit bien de ça. Or, ce qui caractérise ces deux baigneuses de Courbet, c'est qu'elles n'ont absolument pas du tout l'air de ça. Il y en a une qui a un bas qui est vaguement tombé sur la cheville. Enfin, elles n'ont rien d'aguichant. Il y en a une autre qui est pleine de cellulite. Enfin bon, c'est pas ultra excitant. Et il y a quelque chose qui n'est pas justement dans la volonté d'aguicher, qui n'est pas dans la volonté d'attirer le regard. Donc, il me semble que là, il y a une forme justement de déplacement, effectivement, de la position regardeur, regardé et objet du regard, qui inscrit
vraiment, je trouve, dans la manière dont tu l'as présenté, les mauvaises manières de Courbet. C'est-à-dire effectivement cette distorsion, cette impossibilité d'assigner le spectateur strictement, justement, à son regard de voyeur. Et là, je trouve que il me semble que tu as levé un lièvre, en tout cas par rapport à ça. Et du coup, ça m'évoquait l'exposition qu'a fait Harald Zeman à la Kunsthalle de Berne, et qui s'intitulait « Quand les attitudes deviennent formes », et qui a été reprise d'ailleurs cette année sous forme de copie à la Biennale de Venise. Donc effectivement, quand les attitudes deviennent formes, il me semble que Courbet serait un peu l'antécédent de ce dispositif esthétique tel que Zeman va le pratiquer. Oui, merci infiniment. La question du lien à la photographie est effectivement une question importante, complexe. Tu fais bien de la poser. Je ne vais pas greffer là-dessus, mais je donnais la part, mais ton intervention est très intéressante de l'avoir fait remarquer. Je te donne la parole, là, si tu avais quelque chose à dire. Bah oui, je ne sais pas si d'autres... oui. Je peux intervenir dans un sens qui peut suivre l'intervention de René, également de Lila. Christiane, excusez-moi. On ne sait pas de l'intervenir, je crois. Oui. Oui, j'avais beaucoup de choses à dire. C'est un exposé effectivement assez riche, en partant notamment du quotidien, cette mention du réalisme des objets du quotidien, mais avec une sorte de dialectique, selon moi, entre un art d'image et un art de forme, parce que au fond, tous ces peintres-là, on n'a peut-être pas une intention subversive ou même de dégalage particulier, on ne pense pas assez au côté bête comme un peintre, qui est un sobriquet du Champien bien connu, et ce côté bête mais bestial aussi, parce que pour rétiner peut-être, suppose que lorsqu'on travaille par exemple sur une couleur ou sur une matière, il y a une insistance telle que l'image s'en trouve parfois décalée. Il n'est pas sûr que les impressionnistes aient voulu reproduire la couleur du canard, comme la plupart des spectateurs vont le voir à un moment donné dans la représentation des impressionnistes, parce que la couleur est un peu forte, ils n'avaient pas vu ça, et du coup ça devient quelque chose d'extraordinairement dérangeant au niveau de l'image. La peinture est rarement en cause dans cette affaire-là, et ton commentaire est assez juste à mon sens si on reste dans une problématique de l'image, d'où ta possibilité d'ailleurs de partir de la question des objets, du déchet en fin de compte, et peut-être du n'importe quoi, de n'importe qui, près du Champien, avoir une filiation tout à fait particulière entre un peintre pur, quand même, connu pour tel, et puis un artiste qui va renoncer à la peinture, la remettre en cause. Ce n'est possible, ça. Il y a effectivement quelqu'un d'autre comme Éric Aliès qui a pu le faire entre associant Matisse et Duchamp. Ça suppose qu'on évacue complètement le problème des formes chez Matisse, et qu'on s'inspire plutôt d'une logique des forces, et puis surtout qu'on est dans le monde de la représentation des objets ou des déchets, et qu'ainsi on puisse créer une filiation qui me paraît quand même assez littéraire. C'est-à-dire que tes exemples littéraires d'ailleurs au début que tu as utilisés, qui fait donc de Courbet quelqu'un qui exprimerait une maladresse en général aussi bien dans l'écriture que dans la peinture, et le thème de la maladresse va être surenchéri dans la modernité jusqu'à Artaud. Même Derrida jouera sur la vraie fausse maladresse, on ne sait pas. Alors là il faut quand même le dire aussi, il y a des peintres plus ou moins doués, effectivement, spontanément. Courbet n'est pas de gars, donc Courbet est un peu poussif, Manet aussi, Monet est beaucoup plus à l'aise, donc c'est des gens qui effectivement n'avaient pas une formation académique bête, pour le coup, n'étaient pas aussi à l'aise dans la mise en place classique, qui n'était pas toujours une belle mise en place, la mise en place classique, mais cette mise en place, elle est tout à fait classique, y compris dans la recherche la plus plastique chez Courbet. Quand tu disais qu'elle était décentrée, ces compositions, là, je ne sais pas, il faut regarder les peintures une à une, mais elles ne me paraissent jamais décentrées, mais au contraire incroyablement centrées. C'est le commentaire de Fermigier, oui, qui à propos, je crois qu'il pointait, ou il indexait, dans certains tableaux, enfin de fleurs, une espèce de dynamique, voilà, qui était, elle, décentrée. C'est ça qui induisait dans le mouvement, voilà, une sorte, bon, c'est pré-impressionniste un petit peu, mais il y a un côté, il y a une espèce de puissance anarchique, et c'est ça qu'il essayait de pointer, parce que, voilà, et oui, du point strictement visuel, la décentration de la composition, c'est assez tardif. Il y a des gens comme effectivement Degas qui préfigurent le cadrage comme ça, qui coupe la figure, justement. Mais ça n'a pas été une préoccupation de ces peintres, surtout, quoi, qui ont respecté d'ailleurs ce qui m'apparaît une hiérarchie des genres un peu plus éternelle que celle qui a été dévoyée dans l'Académie, parce que cette hiérarchie des genres
elle est toute bête, c'est pas celle de l'Académie, mais si on pense en termes de fonction plastique, enfin de registre formel, on a quelque chose qui relève effectivement dans le monde des formes, par exemple. Il est vrai qu'une figure représente davantage de complexité formelle, donc sera privilégiée comme un genre plus complexe plastiquement. Ça ne veut pas dire qu'il faut le placer automatiquement au-dessus de nature morte. La nature morte est poussée à l'extrême, à partir du même registre de la forme centrée. Il peut y avoir effectivement une fonction spatiale dans la composition. Donc cette fonction spatiale peut être un genre qui inclut aussi bien le paysage que l'abstraction, par exemple, si on définit bien beaucoup plus formel. C'était pas complètement absurde de considérer que la nature d'histoire était supérieure, simplement parce qu'on avait 10 figures, et les plus grands chefs-d'œuvre, c'est vrai que les Ménines, c'est un sommet, c'est plus grand qu'un portrait isolé c'est aussi bête que ça. Il y a plus de complexité, plus de choses à résoudre. Et les Titiens, bon, il y a 2-3 personnages, il y a de très beaux portraits de Titien, mais c'est vrai que s'il y a 2-3 personnages, en fait, les rapports sont plus complexes. Alors, est-ce qu'on peut faire une hiérarchie? Est-ce qu'il s'agit de genres pour en parler? Mais de toute façon, ces gens-là ne sont pas bousculés plastiquement, puisque ces plus grands chefs-d'œuvre, notre cher Courbet, c'est justement des personnages alors regroupés. Alors c'est vrai qu'il y a une mise en scène conceptuelle bien connue, hein, le portrait de l'artiste dans l'atelier, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait quand même une si grande mise en scène d'un artiste performeur avant l'heure. Je suis très étonné de voir à quel point il y a tout un discours quand même très proche de l'art contemporain qui viserait dans certaines représentations ou mise en perspective historique de l'art, créer à ce coup des filiations directes entre des peintres purs, enfin connus pour leur révolution plastique, et en fin de compte, les plus anti-peintres, enfin les plus anti-artistes. L'art d'attitude, effectivement, qui semblerait surgir ici, me paraît quand même très très loin, et de toute façon très discutable chez Michael Freud, qui est à la fois critique, je me souviens bien de ses théories sur le théâtre, la théâtralité dans la représentation, donc il la remettant en question justement au XVIIIe siècle, il y aurait pu le clin d'œil, le regard, la complicité du spectateur, comme si c'était un problème de peintre, ça. Pour moi c'est un problème d'image et littéraire, jamais un problème de peintre. Supposons que ça soit un problème de peintre, puis la représentation du peintre, je ne suis même pas sûr que le portrait soit un problème de peintre ou de représentation du peintre, simplement un peintre il faut qu'il peigne quelque chose qu'il a sous les yeux, alors ça c'est lui, ça peut être n'importe quoi, effectivement, n'importe qui, mais pour autant que ça donne à voir des rapports plastiques, un registre formel. Mais de là imaginer qu'il était déjà dans une situation de personnage conceptuel, enfin de spectateur en autoportrait, et puis qu'en fait, c'est lui qui représenterait dans ces femmes, c'est lui effectivement, enfin qui était quand même attrayante ces femmes-là, hein. On a perdu de vue l'obésité rubénienne qui a plu jusqu'au début du 19e siècle, donc c'est quand même des femmes qui attiraient par leur rondeur, et puis c'était bon à peindre pour la matière, parce que c'est quand même un objet de la matière, et je ne suis pas sûr de cette obscénité, simplement une matière aussi chargée au bout d'un certain temps, ça déséquilibre la représentation, parce qu'on fait une lecture d'image à mon sens. Une lecture plus littéraire, plus poétique. Il y a toujours un effet dans le système de représentation de la charge technique imposée par le peintre dans sa recherche purement plastique sur le regard de tous les spectateurs, quels qu'ils soient, pour autant qu'on ne perçoit pas non plus le défi pictural dans des comparaisons de registres très, très connus. Effectivement, il y a les portraits Titien. Enfin, il avait en tête tous les registres formels qui l'ont nourri et toutes les attitudes plastiques. C'est pas l'art d'attitude, c'est des attitudes plastiques tout à fait évidentes et mises en place à travers les siècles. Et donc, on a effectivement des portraits vénitiens. Le portrait vénitien est une référence absolue pour tous ces peintres-là. On a la matière de Rembrandt qui était enfin comprise, la matière de Goya, et qui permettait quoi? Qui permettait, dans la mesure où regardez quand même le clair-obscur, de rendre une forme plus complexe, enfin, bien que je ne suis pas certain qu'il soit plus en avance par rapport à Rembrandt, je ne suis pas sûr, mais on a cette logique plus picturale et qui rentre, à mon avis, en opposition avec un monde d'image. C'est comme ça que je perçois les choses. En opposition avec un monde d'image. On peut faire une lecture d'image comme celle que tu as faite, et voilà. Les préoccupations d'analyse strictement formelle, le langage de formalisme, que ça soit chez les peintres, que ça soit chez les critiques de peintres, et pose un problème d'apparition dans le cours du XIXe siècle. En fait, ces préoccupations sont apparues progressivement et également ont été marquées par une rupture, mais tout à fait à la fin du siècle et au début du XXe, quand ce problème du traitement formaliste s'est posé. Il commence peut-être à se poser avec Manet ou Cézanne, très certainement, mais pas en étant formalisé, si l'on peut dire, ou théorisé d'une façon complexe. C'est à travers les critiques germaniques surtout, ou en Angleterre Ruskin, que l'on voit les analyses proprement esthétiques
changer d'orientation par rapport à celle qu'elles avaient été jusque-là, et en particulier celles qui sont caractérisées par les analyses de Baudelaire, par exemple, ou qui ont donné, ou celles de Delacroix, qui ont donné un petit peu le type des modes de discussion. Mais ces problèmes de formalisme en peinture, d'analyse qui portaient très strictement sur ces problèmes de forme, de figure, de stylisation, d'abstraction, d'espace pictural, tout cela, à mon avis, échappe complètement au langage de Courbet, comme on le voit un petit peu dans un texte très curieux de Proudhon, qui est contemporain de Courbet, qui est mort avant lui, il est mort en 1865, après entretien avec Courbet et en s'aidant de l'analyse de tableaux de Courbet et de description, c'est-à-dire de tableaux de Courbet, et de lettres de Courbet, il a écrit un texte qui est posthume, qui a paru après sa mort, et qui s'appelle du principe du principe de l'art et de sa destination sociale, qui est intéressant tout en étant très ambigu et très contestable sur certains plans, parce qu'il subordonne l'art. C'est une sorte de mélange entre une analyse qui est assez proche d'ailleurs de celle même que l'on pourrait faire, que l'on pourrait retenir à l'heure actuelle, mais en même temps très inspirée de loin d'analyses de type hegelienne qu'il avait appris plus ou moins par sa fréquentation avec Bakounine d'ailleurs, et où il introduit des catégories assez intéressantes, puisque c'est lui qui va confirmer Courbet dans son idée d'une rupture avec le romantisme, appelé justement l'idéalisme dans la peinture et la transformation, le sacrifice de la signification sociale à la signification purement formaliste, et de sorte que le réalisme pour Proudhon, dans une intention qui est peut-être adoptée d'ailleurs par Courbet à cette époque, se mêle également de l'idée d'une préoccupation sociale et de préoccupation d'ordre à la fois socialiste et politique dans la signification de l'art. Donc c'est intéressant de voir la manière dont Proudhon a traité le problème, bien qu'il y introduit des considérations morales complètement hors de propos, qui donne à ses analyses une signification effectivement inacceptable, mais j'en parlais uniquement parce que il introduit ce langage de la forme. Il dit est-ce que l'art doit être jugé uniquement par rapport à la forme, et la solution, la réponse qu'il donne est négative. L'art est subordonné à l'action sociale, à ses fins politiques et sociales, à son expression de la réalité, etc. De sorte qu'il y a une condamnation, à la fois de ce qu'il appelle l'idéalisme romantique et à la fois le formalisme esthétique pur, qui fait que l'esthétique, il n'y a pas d'analyse indépendante de l'esthétique. Et je crois d'ailleurs que cette difficulté à donner une analyse de l'esthétique qui soit autonome, à concevoir une analyse autonome de l'art, est quelque chose qui se manifestera beaucoup plus tardivement, et encore avec beaucoup de réserve, parce qu'il y ait un art autonome,
que l'art se donne ses propres lois et qu'il n'y ait que ces lois qui aient une signification pour l'artiste, est une idée que tu verras apparaître très tardivement, et même encore, est-ce que l'on peut dire que c'est des peintres comme les peintres abstraits, comme les théoriciens de l'art abstrait du Bauhaus, par exemple, on puisse dire que l'art est autonome. C'est une question qui a été posée. Il est toujours subordonné à un certain nombre, à certaines fins qui sont annexes, c'est soit culturelles, soit ce sont des problèmes qui ont intéressé d'ailleurs Adorno en particulier, toute cette école dans la théorie esthétique. Mais je ne veux pas là de reprendre tout le problème, mais c'était uniquement pour ponctuer un peu ce que tu dis, c'est-à-dire il faudrait bien noter que la conception de l'art, je pense à l'époque de Courbet, est prise dans ces problématiques qui ne sont pas du tout claires et qui font que parler d'une autonomie de l'art dans ce cadre est très difficile, ne correspond pas à la réalité, que peut-être d'ailleurs chez Courbet, la notion de réalisme ou de naturalisme qu'il utilise est une manière de défendre l'autonomie de l'art. Et en tout cas, il défend l'autonomie de l'artiste, son indépendance. L'artiste n'obéit à aucune autre loi que son tempérament, qu'il n'a pas à se plier à des canons académiques. Comme tu l'as marqué dès le début, cette indépendance du caractère de Courbet est extrêmement marquée. C'est ce qui est le trait fondamental, même je crois, de sa conception de sa relation avec la nature. C'est dans une parfaite autonomie par rapport à toute école et par rapport à toute contrainte différente. Maintenant, il se relie d'une façon ou d'une autre, et à travers Proudhon, à une autre hétéronomie, c'est-à-dire relativement à l'idée que malgré tout, il y a quelque chose à travers cela que l'art va rejoindre dans la mesure où il est subordonné à une signification sociale. Mais c'est beaucoup plus net chez Proudhon que chez Courbet. Je ne pense pas que Courbet ait adopté ni élu, peut-être, bien qu'il admirait beaucoup Proudhon en tant que penseur, en tant que théoricien, ni ait adopté la pensée de Proudhon sur ce plan-là, qui est inacceptable, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans son moralisme extrême et dans sa subordination de la fonction de l'art à d'autres fonctions éducatives. Il doit y avoir un texte de Zola aussi qui doit... Ah ben Zola aussi est dans le même cas. Et qui doit s'en prendre, mais qui doit s'en prendre à Proudhon notamment. Oui. Ce texte de Proudhon ou la manière dont Proudhon entreprend et construit son Courbet, quoi. On va dire ça comme ça. Ouais. Non, je sais pas, mais moi pour rebondir, moi ce qui m'a intéressé, ce que j'ai essayé de faire, c'est simplement ces étranges phrases, par exemple de Maxime Ducamp, qui était un des gardiens et des garants des bonnes manières de faire. Et quand Maxime Ducamp il peint comme on cire des bottes, et il dit en gros, Courbet, bon, il n'a pas de tête, quoi. C'est un artisan besogneux, mais qui ne sait pas regarder, etc. Bon, moi, ce qui m'intéressait, c'était toutes ces formules-là, et ce que j'essayais de dégager, de tracer comme ligne, c'était précisément ce qu'on pouvait construire comme d'abord un seul caractère, une forme de réactivité, la manière dont il va réussir à s'inventer des langages, des manières. Il y avait ça qui importait pour moi, mais aussi de faire un peu l'histoire de cette visibilité qui s'est constituée, quoi. Et du malentendu autour de ce qu'on a, ces jeux autour du réalisme.
Voilà. Alors, moi, j'essaie de ramasser comme ça un ensemble de discours, de critiques, pour essayer de déterminer ce qu'étaient ces visibilités. J'envisageais aussi plutôt du côté d'une pensée esthétique telle que la systématiser un peu rancière, les choses. Mais voilà, après, j'ai bêtement appréhendé les œuvres en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Qu'est-ce que c'est que ces postures de main? Là, il y a des tableaux que j'ai ramenés sous forme de carte postale, qui est à Ornans, qui m'a bouleversé quand je l'ai vu, qui est très simple, très sobre, du très jeune Courbet, où en effet, donc il est très simple, et en fait il décrit, enfin pour moi il y a un peu tous les éléments que j'y retrouve dans ce tableau. C'est le rétameur. Le tableau est d'autant plus curieux que, en fait, Courbet va faire une sorte de fixer une focale finalement sur des objets que vont être, je ne sais pas sur quoi est le rétameur. C'est le rétameur. Ouais. Ça va être finalement tous les outils. Ah, c'est lui, là on le voit plus, là on voit les gens pas très bon avec cette grande barbe. Ouais. Ah, je vois les enfants sont là. Donc je vais le faire un peu circuler. Mais il est pour moi un peu, on y retrouve un peu tous les éléments que ce qu'on pourra retrouver un peu après, quoi. Donc d'abord, ce qui fait rentrer comme personnage et sujet, c'est évidemment un n'importe qui. Et on peut envisager, tel que le reconstruit les historiens de l'art, en gros, il y a une ponctuation comme ça où Courbet est celui qui a introduit un n'importe qui dans la peinture, Manet est celui qui va introduire un n'importe quoi, et Duchamp est celui qui va faire n'importe quoi à la lettre. Donc voilà un peu comment se reconstruisent des gens comme Thierry de Duve ou la plupart des théoriciens un peu à partir de ces points d'ancrage. Moi, je le prends, là, Courbet, de manière très symptomale, comme celui qui, en effet, introduit un peu n'importe qui, et n'importe qui, c'est un rétameur, c'est des jeunes filles, etc. Et après, dans sa composition, ce qu'on constate, c'est que, d'abord, le fond, il ne va pas exactement le terminer. Ça n'a pas trop... alors, ça peut être des accidents, etc., mais ça se répète dans toute son œuvre. Il y aura une forme d'incomplétude de l'arrière-fond du paysage, et que la focale va être fixée sur l'outil du rétameur, ces objets. Donc c'est ce qu'on peut appeler aussi ici un second type de décentrement. Décentrement autour des sujets qui sont convoqués, en l'occurrence des pauvres, mais qui sont convoqués selon une autre manière. Des pauvres, en effet, on en a partout dans l'histoire de la peinture. Simplement, c'est la manière de les voir qui va être différente. D'où le scandale, ou d'où, on va dire, la grossièreté, la vulgarité ou l'inappropriété, ça dit ça, du fait de les convoquer. Ouais, voilà. Enfin, en tout cas, c'est inapproprié de le faire de cette manière-là. Le second type de dérangement, c'est sur quoi il met la focale. Et là, alors c'est tout petit, mais on le voit un petit peu, il met la focale sur des objets. Et le troisième type de déplacement, c'est son rétameur épouse exactement la posture qui doit être la sienne en train de peindre. Et c'est le troisième type voilà. Alors dans ce tableau de jeunesse, où il s'apprenait à peindre, je crois qu'on trouve un peu ces éléments, et en même temps, la puissance, la singularité, ce que là où Delacroix dit « Ah, c'est un inconnu », en effet, il vient avec une manière incroyable, et c'est ces trois points de déstabilisation qu'il construit, et qui mettent à mal notre position et notre perception des choses. Moi, c'est vraiment ça que j'ai essayé Enfin, c'est ce pourquoi il m'intéresse. Et je dois préciser que je suis assez nul après voilà, que je suis pas un historien de l'art, etc., quoi. Mais par contre, là, je trouve une figure qui est solidaire de ce que Foucault va appeler une part de la plaine. Solidaire aussi de ce qu'est un point de vue décentré ou hétérogène. C'est-à-dire un endroit où justement on occupe une position qui est un peu incommode et une perception qui est aussi un peu incommode. Voilà un peu moi ce qui m'intéressait chez Courbet, c'est-à-dire un mal en place, une crise de perception, de position, qui veut être thématisée en effet chez Fried comme le drame de la place du spectateur, ou son combat, sa guerre contre une antique théâtralité à laquelle moi, je ne vois pas beaucoup d'intérêt. L'intérêt, c'est qu'en effet, on ne sait pas exactement comment se placer, et cette ligne-là, on la trouve chez Courbet et aussi chez Manet. C'est ce que Foucault, en l'occurrence, va construire comme discours dans l'œuvre de Manet. C'est que chez Manet aussi, on ne sait pas exactement où se placer, comment se placer pour appréhender ce tableau.
voilà, cette ligne-là, moi, qui m'intéresse, bah, voilà, après moi, dans ma démarche, et que j'ai essayé comme ça de remettre en scène ici. Ou alors, cette sauvagerie, c'est aussi une sorte d'un peu d'autoportrait, sans doute, hein. Un animal piégé, voilà un peu comment il se sentait ou se ressentait. Ça serait de l'allégorie. Oui, c'est de l'allégorie, sans doute. Mais bon, voilà. Mais bon, je sais pas. Alors, pardon, je suis un peu en fin de rhume, je sais pas ce que j'ai dit était très clair. Et là, cette jeune fille, c'était là où tu disais que cette jeune fille à la fois dehors? Non, c'est pas celle-là, c'est la fileuse endormie. Ah oui, c'est ça. Mais pareil, c'est-à-dire qu'elle est, Fried emploie le mot d'absorbement, c'est-à-dire qu'elle est absorbée, comme est absorbée. Parce que là, si elle pose, si elle la fait poser, elle est à la fois éveillée, si elle est endormie, si elle pose pour la jouer. Bah, elle est entre deux. Hein, oui, c'est ça. Elle a l'air un peu endormie, un peu assoupie, en même temps pas tout à fait. Et je crois que c'est une de ses petites jeunes sœurs. Oui. Parce que ses mains aussi, parce qu'on voit bien, elle a ses mains comme ça, elle a bien les mains d'une personne qui fait un sommeil diurne, de fatigue, dans l'après-midi sur un fauteuil. Les gens ont bien des mains parfois comme ça, ils sont... ou des gens tout simplement dans le métro, quand tu vois des gens qui dorment dans le métro, tu vois bien qu'ils ont des mains qui sont comme ça, dont on ne sait pas si ce sont des gens qui dorment complètement ou non. Donc c'est le demi-sommeil, c'est à la fois un sommeil mais vigilant, où l'on attend, ils savent qu'ils se réveilleront quand on annoncera la station. Franchement, il faut qu'on se dispute. Je sais pas. À mon avis, là, ce n'est pas, on peut pas chercher la petite bête et midi à 14h. Les mains, c'est un morceau de peinture quand même. Hein. Les mains, c'est un morceau de peinture. Ouais, pour tous ces gens-là. Les mains, c'est un morceau de peinture. Il y a des mains de Fransace, ils avaient ça en vue. Je veux revenir un peu sur mon dada plus formaliste, effectivement, une histoire de la peinture. Je ne suis même pas sûr qu'il existe une peinture à proprement parler réaliste et à proprement parler romantique. Je crois que la peinture romantique n'existe pas. Il y a une imagerie romantique. Et ce qui a obsédé Delacroix, c'est la peinture vénitienne. Il a repris complètement à son compte la peinture vénitienne au Rubens, c'est-à-dire, en fin de compte, des problèmes d'espace atmosphérique, de libération de la touche, d'une matière libérée, de couleurs libérées. Mais toute l'imagerie effectivement orientaliste qui est présente, il n'est pas certain que cette logique-là soit proprement romantique. Enfin, c'est un terme qui me paraît relever la littérature, et de façon qui a été utilisée comme telle. Et la peinture réaliste non plus, si on pense que les registres formels, là aussi, c'est plutôt Rubens, et un Rubens qui, de ce point de vue-là, peut-être gênait ou ne gênait pas, je ne sais pas, c'est toute sa personnalité. Notre grand peintre Courbet, dans la reprise d'une matière riche et d'une composition également très riche en définitive, puisque Rembrandt, lui, ne garde pas le modèle rubénien. Lui, il gardera le modèle rubénien jusqu'au bout. De ce point de vue-là, il est plus que classique, il est presque en retrait par rapport à Rubens, parce que c'est pas aussi enlevé, c'est pas aussi à l'aise, donc il déchiquette pas la forme comme Fransace, ni comme Rembrandt, il reconstruit pas, il restructure pas la forme, mais par contre, la matière et la couleur, qui d'ailleurs est beaucoup plus présente dans les détails, ce qui n'était pas le cas évidemment chez Titien, ce qui n'était pas le cas chez les peintres de la matière libérée, va intéresser quelqu'un comme de Staël. Quand de Staël n'arrivera pas d'éloge sur Courbet, c'est pour en fin de compte vanter une matière, une gamme colorée, des noirs, des gris, des choses comme ça, qui sont là pour le coup libérées et représentées avec une grande insistance. Et la représentation, c'est toujours les rapports plastiques, c'est pas la nature. Quand Cézanne parlait de nature, s'inspirer, et d'imitation lui aussi, c'était l'imitation des rapports plastiques, c'est toujours ça qu'il faut avoir à l'esprit, et non un jeu de représentation sur l'image, sur la pose. Donc je dirais jusque-là, mais puisque je dénonce en fait souvent des partis pris littéraires dans l'approche de la peinture, puisque Rancière a été invoqué, Rancière a une approche très très littéraire en réalité du monde des arts. Il a par exemple, je crois dans le partage du sensible, défini une essence humaine comme spécifiquement littéraire. L'homme est un animal littéraire. Donc là c'est assez extraordinaire. Et il va jusqu'à renvoyer dos à dos, c'est intéressant aussi dans sa lecture des registres d'identification de l'art, dos à dos, donc l'anti-art naissant, qui donnera le surréalisme, le dadaïsme, etc. Et puis un art pur, un art de forme pure. Il renvoie dos à dos. Pour lui, ça relève du régime d'identification. Ça lui permet de jouer d'ailleurs sur des ambiguïtés. Il se trouve que lorsqu'il va jusqu'à considérer, par exemple, que les Goncourt ont inventé l'art abstrait sous prétexte qu'il y a une description sensible, jusqu'à se perdre dans les mots, une très sensible, évidemment très sensible. Enfin, c'est pas des registres formels, c'est pas des rapports plastiques, c'est simplement des détails qui finissent par
être représentée dans l'écriture même des auteurs, et de la dire que l'art abstrait, en fin de compte, est déjà présente, vraiment, entièrement, la peinture abstraite, entièrement chez Gon. Là, on a encore un parti pris littéraire qui me paraît affolant, extrême. Et moi, je vois des oppositions, encore une fois, entre les formes d'art, mais surtout les modes d'appréciation qu'il y a derrière. C'est toujours des discours de poètes, d'écrivains, de littéraires. Et ce que nous a fait Costanzo, avec beaucoup de réussite, c'est une lecture très, très littéraire, très littéraire de l'ensemble, à mon sens. Donc, hélas, j'ai trop écouté Rancière. C'est un bon auteur, hein. Non, ce que je veux dire, c'est que d'abord, je suis très heureux, parce qu'on n'a d'ailleurs pas le même regard, donc c'est super. Et donc, moi, ça me permet d'abord de me remettre en question, de me nourrir un peu autrement, et voilà quoi. Et bon, alors j'ai une approche qui est en effet, enfin je l'ai dit, ma dette à Rancière, et il s'agit pour lui de mettre en scène des visibilités aussi. En l'occurrence, quand quelqu'un va écrire ceci ou cela, ça veut aussi dire qu'il a vu quelque chose, quoi. Et donc c'est pas que simplement, je crois que les Goncourt ont inventé ce que va être la peinture abstraite, mais ça veut dire que c'est présent, et c'est présent aussi ailleurs, dans la littérature, etc. C'est ça que ça veut dire, dans la littérature, mais aussi en musique, et comme mode de pensée. Voilà, la conception de Rancière, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est appelé une révolution esthétique, qu'il appelle comme un régime, le régime esthétique, lui, et dans lequel d'autres manières de regarder et de faire vont émerger, quoi. Et ces manières sont des pensées. Et ces pensées, on peut les découvrir donc chez des peintres, et donc ça c'est un peu la tradition à partir de laquelle tu t'es inscrit, quoi. Mais aussi chez des écrivains, chez des critiques. Voilà, c'est un partage de cette pensée et des disputes et dans des querelles qu'elle va pouvoir se manifester, dans laquelle lui va les chercher, les identifier. Donc voilà, moi c'est un peu ce qui m'intéresse chez lui, et c'est à peu près la même chose dans laquelle je m'inscris, quoi. Voilà, en essayant de proposer, moi, après, ici, une figure, je ne sais pas de dire, je construis vraiment Courbet, en ne connaissant pas très bien, en n'y connaissant pas très bien non plus en peinture, voilà, je suis impressionné quand j'entends René, parce que je n'ai pas non plus la justesse et sa précision, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de produire ici une figure, donc de mots, mais dans laquelle j'identifie ce malaise et j'essaie d'en reconstruire une espèce je sais pas, par des ricochets qui sont ici un peu lointains, mais chez Foucault, chez Courbet, chez Manet, donc chez un philosophe, mais qu'on peut trouver aussi chez des écrivains, chez Artaud, ce que tu convoquais comme aussi forme de maladresse ou une sorte d'espace qui se dérobe et ainsi de suite. En bref, chez beaucoup de gens, voilà, c'est de tracer des transversales et de définir une sorte de figure de pensée, voilà, qui compte et qui a pour moi aussi et qui procède d'un décentrement et aussi de malaise, quoi. De malaise, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment la prendre, et donc du coup on doit être un peu mal à l'aise nous aussi, quoi. Voilà, et qui est donc un point d'ancrage politique important, voilà, qui serait aussi celui d'une pensée plébéienne, quoi. Voilà, c'est ce que j'essaie de dire. Nathalie, il y a peut-être quelque chose. Ouais, t'es gratté. C'était admiratif. Non, c'était très, très clair et un exposé très clair. Voilà, vraiment, Alexandre. Non, je suis ignare. Je vous écoute. Excuse-moi pour la parole de femme, justement. Que veulent ces femmes? Mais c'est le Kevoy de Freud. Que veulent-elles? C'est bon, en restant seulement dans la littérature. Hein. Bien sûr que ça s'intéresse à la peinture. Il faut mieux demander que veut une forme, que veut une bonne. Mais sinon, c'est pas si inintéressant que ça pour le coup. C'est Kevoy. Par exemple. C'est moi qui a tenté une réponse. Je ne savais pas que tu avais dit de Freud, cette histoire de qu'est-ce qu'elles veulent. Et ça me fait penser au film que j'ai vu, j'avais 19 ans maintenant, de Colin Serrault, qui est qu'est-ce qu'elles veulent. Et c'est un tas de femmes qui posent la question. C'est Lacan qui a insisté avec Freud, c'est célèbre, le désir de la femme. Mais bon, moi, c'est pour donner un sens, en fin de compte supérieur à des représentations de femmes qui seraient. Mais là encore, je tombe dans une lecture littéraire, ça ne devrait pas aller rentrer en ligne de compte. Pourquoi pas, et qu'est-ce qu'elles veulent, c'est les deux films de Colin
film après. Et je crois que Delacroix a dit, je vais vérifier après, mais que veulent ces deux figures? Voilà, c'est plus possible. Ouais. Et sinon, je me posais la question, toute bête, toute conne, c'est. Elle n'a pas apporté la réponse quelque part. Parce que j'ai été surpris par la fin du propos. J'ai été surpris par deux choses. Par la fin du propos, c'est-à-dire le discours de Cézanne. Chez Courbet, ce qui est important, c'est le paysage. Alors que tu étais en train de nous raconter depuis le début qu'il avait cherché à mettre dans la peinture ce que l'on ne regardait pas d'habitude. Donc il y a un truc qui ne va pas. Et après, à un moment donné, tu disais qu'il y a quand même aussi la question du peintre là-dedans. Cette histoire de je suis en train de peindre, t'as aimé, je l'aimais, comment je fais moi avec ce que je peins et ce que je suis en train de faire. Et je me posais la question du coup, mais alors si je comprends bien, si je me réfère à cette fin césarienne, l'important c'était pas tant la figure du. Tu as parlé de l'intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, dehors, dedans. L'important, c'était pas la figure du prolo, mais que c'était cette histoire de mais où je suis, moi, en train de peindre. Je suis dans le tableau, en dehors du tableau, etc. Et que du coup, ça permettait effectivement à Cézanne de. Je me posais la question si comme de fait, Cézanne n'avait pas raison, que c'était pas. Que c'était l'histoire de nature ou quoi. C'était là que se jouait le truc et pas sur ces histoires voilà. Je suis un peu brouillon. Je crois que Cézanne, alors parce que j'ai été très surpris. C'est un Cézanne qui est reconstruit par. Bon, ça va me revenir après. Où il dit aussi, il dit très exactement, plus ou moins exactement, il dit que si on a fait de Courbet le peintre du peuple, il est aussi celui de la nature. Quoi. Il est surtout celui de la nature, voilà ce qu'il dit. Quoi. Et je l'ai repris aussi à partir du cinéma de Jean-Marie Straub et de Daniel Huyet, comme une manière pour eux d'imposer une autre perception. Ce qui m'intéressait, c'est comment est-ce que Courbet rapporte de l'obscène, du dehors. De l'obscène, c'est-à-dire que ce n'est pas sur scène, et puis l'obscène aussi, c'est le tableau qu'évoquait René, quoi. C'est l'origine du monde, c'est tout ça, c'est l'obscène dans tous ses sens. L'obscène, c'est aussi des gens qui sont un peu obscènes, quoi, qu'on ne voit pas, ou qu'on ne veut pas voir, ou qu'on voit d'une certaine manière. Et il peut en être de même avec la nature, ou un certain regard sur la nature. Thierry rappelait, en effet, que la nature, c'est... Enfin, la peinture, c'est pas... Chez Cézanne, c'est... Oui. Au Louvre, justement, je ne sais pas, j'ai pas vu le film, c'est très intéressant, je vais regarder ce film de Straub. C'est vrai que Cézanne, c'est la vérité en peinture qui est évoquée aussi à propos de Les Noces de Canard, dans lesquelles il faut se baigner. C'est ça la vérité en peinture, c'est la réponse. Un bain de peinture, on s'oublie complètement. On est sensible aux harmoniques, on est sensible aux constructions, évidemment elles ne sont pas données. C'est un sublime de plastique pure, parce qu'au sens kantien, tel que Kant n'a pas défini, mais enfin qui peut se prêter à une lecture comme ça. Et des rapports de ce type-là, lui-même étant obsédé par des rapports de modulation, etc. Donc il le décrit bien dans cette manière-là. Alors, s'il parle de la nature en la décrivant comme aurait pu le faire Flaubert ou je ne sais pas qui, c'est-à-dire en parlant en fin de compte de la nature à travers ses odeurs, ses feuilles, sa température, son humidité, enfin sa texture de sous-bois, etc. Quelque chose qu'on aurait pu dire à propos d'ailleurs d'un vin, ce sont des termes esthétiques très formels lorsqu'on parle de ces choses-là. Je crois qu'en peinture, il faut l'entendre aussi comme ça. Parce que là, moi je vois des terres d'ombre, je vois une matière grasse, je vois donc matière grasse qui est formellement définie, c'est pas de la matière grasse aussi, comme on l'avait jamais vu, notre cher Courbet. Et donc c'est pas les femmes grasses, c'est la matière qui est grasse. Il y avait des matières grasses chez comment s'appelle-t-il bien sûr Rubens. Enfin, c'était tellement lissé qu'il n'y avait pas cette impression obscène peut-être d'une matière aussi insistante parce qu'elle est quand même très chargée en huile, très chargée en huile. C'est un problème de conservation d'ailleurs par la suite, mais qui effectivement débouchera. La filiation, c'est plus de Stahl à mon sens, bien sûr, avec ses grands
empattements, hein, c'est le pain de l'empattement, qui surenchérit peut-être, mais qui continue tout simplement un registre formel dans la direction d'une matière de plus en plus forte, et d'un registre formel de matière empâtée, tout simplement. C'est un registre formel de matière empâtée qu'il faut décrire comme tel et qui va permettre d'éprouver d'ailleurs beaucoup de choses. C'est-à-dire que le monde de la représentation peut voler en éclats. Encore une fois, la peinture d'image, la peinture de sens ou la peinture de vie est toujours charriée, toujours une peinture de format, ce n'est pas antithétique, mais l'obsession plastique d'un peintre doit toujours être replacé, je crois, dans le contexte de son travail et de son registre pictural, dans sa pratique picturale, et de ce qu'il apporterait à l'histoire des formes, et qui peut être des sources d'inspiration, qui étaient très conscientes pour le coup, là, pas du tout idiote, très érudite sans doute. Il avait vu beaucoup de peinture, donc en voyant beaucoup de peinture, il a affaire à cela quand il peint. Son désir de peindre, c'est moi aussi je suis peintre, hein. Moi je suis le peintre, donc je vais réagir à des choses. Alors il se trouve qu'effectivement, dans une époque où l'image était bridée, où la censure était grande, où l'image n'était pas omniprésente, où la photographie était très timide, où bon, la peintre avait le monopole de la peinture encore, enfin le monopole de la peinture pour l'absus de l'image, et en définitive, tout manquement à une certaine forme de représentation crée un malaise, très certainement. Donc toute recherche formelle sans sujet ou sans prétexte, c'est-à-dire plus du tout un monde biblique, donc plus du tout même, au fond, un monde plus ou moins tragique de guerre et de souffrance et de sorcellerie chez Goya. Dans ce coup, on va représenter des gens du quotidien, mais avec la même matière, avec la même insistance. Là, ça fait effectivement une détonation, ça vaut pour Manet aussi. Mais ce n'était pas sans doute le but, encore une fois, ni l'intention. Et ce n'est surtout pas une maladresse non plus. Mais c'est pour moi l'écart véritable et constant entre un monde d'images littéraires, au fond, théâtral aussi, où tous les autres arts peuvent être invoqués, et un monde de formes plastiques. Et la rencontre se fait toujours assez mal, parce que le recouvrement se fait aussi bien dans une description littéraire d'un tableau, où le tableau peut même pas avoir existé. C'est ce que dit Deleuze, d'ailleurs, à un moment donné, à propos de certaines descriptions splendides, dont l'origine picturale n'est peut-être même plus nécessaire. Et donc l'ekphrasis étant plein point d'aboutissement d'une destruction proprement littéraire de la peinture. Pour moi, c'est le discours prototypique de la domination littéraire, que j'appelle en plus totalitaire, pour bien marquer de quoi il s'agit, c'est-à-dire que c'est une clôture. Tu as parlé de dehors, il n'y a pas de dehors, c'est une clôture. Et les autres arts sont présents dans l'espace plastique. En général, sans rentrer dans une polémique, mais c'est très frappant dans une exposition d'art contemporain, les autres arts sont très présents, avec des décalages évidemment, mais beaucoup d'autres arts sont présents. On n'a pas l'équivalent dans d'autres formes d'expression artistique où tous les autres arts seraient convoqués et prendraient quand même un peu la place de l'écriture, ou la place du théâtre, ou la place du cinéma. On ne mettrait pas une peinture à la place d'un écran ou d'une vidéo. Et on le fait dans le monde des arts plastiques. Et je crois que c'est avant tout le débordement de certains arts sur d'autres arts auxquels on a assisté, grâce à la stratégie surréaliste, il ne faut pas oublier, et du Champion, la stratégie surréaliste, il ne faut pas oublier qu'un quelqu'un comme Breton, justement, ne voulait pas entendre parler d'une pomme cézannienne. Enfin, il n'y avait rien à dire sur une pomme cézannienne. Il n'aimait pas Cézanne. Ça fait perdre de vue cette prise de position radicale dans le monde des images et de la peinture, et il privilégiait bien sûr plutôt Chirico et un art lyrique. Voilà, bon, je reviens à mes oppositions strictes, mais je crois qu'il faut tracer quelques lignes aussi d'opposition, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus tellement d'opposition entre peinture et dadaïsme, peinture et art contemporain, et quand même, des gens comme Matisse ou Picasso, les abstraits, se référaient, ils étaient contemporains pour le coup des dadaïstes, ils se référaient véritablement à ces grands peintres de la modernité du XIXe siècle, comme des peintres un peu purs, qui nous en plus nous obligeaient à voir rétroactivement, avec tous les anachronismes possibles, hein, je n'en reviens pas, de la peinture pure chez les Vénitiens, ce qu'on n'avait jamais eu de cette manière-là, ou de la peinture pure chez Viola Francesca. Voilà. Eh bien, écoutez, là, on est obligé de terminer. Et oui, la prochaine fois, donc, nous avons cette séance qui sera tenue donc le 5 décembre, je le rappelle, non pas ici, mais dans l'amphi, mais à partir de 3 heures. On s'associera à partir de 3 heures à la séance qui se tient à l'amphi. 10, c'est ça, je ne peux pas mieux dire. L'amphi, oui, pardon. À partir, notez-le soigneusement, pour bien savoir qu'à partir de 3 heures, et à ce moment-là, selon le programme qui a été désigné, on me demande à moi de faire une intervention sur Lionel Soucage, mais donc je ne ferai pas
je n'assurerai pas, si vous voulez, une parole de 3 heures. Je ne ferai cette intervention à 17 5 heures. heures. C'est loin, 7 heures, 5 heures. Vous avez des conceptions, c'est aberrant, c'est ce que vous voulez. Comment voulez-vous que l'on puisse faire ça? Comment voulez-vous que l'on puisse faire ça? Maintenant, parlant. Mais on finit à 18h. On finit à 18h. C'est pareil. Franchement. Mais dans Parce le. qu'à Noël, 17h, 18h, Mais du quand coup- on a une vitesse terrible, d'autant plus que ça fait Oui, mais- 1h30 en admettant que René- ça se tienne bien, donc il y a une projection qui s'appelle autoportrait, je ne l'ai jamais vu. moi. Donc Voilà. ça tombe bien. L'intérêt, c'était Et alors, que le séminaire puisse aussi assister aux projections qui ont lieu dans le cadre du collège. Voilà. Je vais programmer ça. Mais est-ce qu'il parle en français aussi? Oui, Marshall parle français. Les couleurs de l'or. Et vous Et êtes invité alors pour. ensuite, alors comme il y a ici présent Nathalie Perrin, c'est Nathalie Perrin qui assurera donc le prochain séminaire à proprement parler, qui se refera donc le 19. 19 décembre, le dernier de ce trimestre, et qui reliera les exposés de séminaire avec l'esthétique, les écrits, ou je ne sais pas ce que tu feras, tu me diras avec ce que tu as choisi, des écrits esthétiques de François Châtelet. C'est ça. Je pourrais, ça va pas être bon. Et René, si tu me permets, j'attire l'attention de ceux d'entre vous qui seraient disponibles le lundi 2 décembre. Comme indiqué ici, à 16h, on a une séance qui est gratuite avec plusieurs films de Lionel Soukas qui seront présentés en sa présence. Et donc vous êtes tous invités au cinéma à l'écran à Saint-Denis, juste à côté de l'université. Complètement, je ne voyais plus mon proudhon. Ah, lui, il est là. Celui-là, c'est à Basilique de Saint-Denis. Qu'est-ce que tu le mets? C'est dans ce coin, juste du métro. À Saint-Denis, pardon, Saint-Denis, Basilique. Basilique de Saint-Denis, oui, c'est ça. Ouais, Saint-Denis, Basilique. Parce que Oui, j'en ai plusieurs, oui, bien sûr. Tu en as un quand même? moi je vais bien en prendre un aussi. Je le fais passer. Il en reste, bah oui, j'en ai encore quelques-uns d'ailleurs, ils sont pas pliés, mais si tu as l'occasion d'en distribuer à des Ouais, étudiants, ouais, ou- exactement. voilà, je te donne tout. Ils sont assemblés, il y a juste à les plier. Je te prends une bonne moitié. Je vérifie qu'elles Tu ont. as C'est bien. Je crois qu'il y en a Ça. t'as une page en trop, Finis par la contre. thèse là. C'est comme ça, elles sont en 2 pages. Ah, d'accord. Comme ça, c'est bon. Oui, ça, Hein T'es sûr? Ouais. Ah bah, de distance qui a été prise par rapport à Courbet, tout au moins de la part de Baudelaire, de la part de Lacroix aussi. Et on a spécialement, à l'égard de Manet, également, qui est un peu plus jeune que Courbet, mais qui est son contemporain aussi, on a renouvelé ses accusations, comme tu dis, à l'égard du déjeuner sur l'herbe. Mais à l'égard de Courbet, ce qui nous frappe, ce qui est curieux, ce qui nous frappe maintenant, quand on regarde Courbet, ce n'est pas tellement ce qu'on a considéré comme étant la laideur et la vulgarité des sujets, c'est plutôt la relation évidente entre Courbet, la Renaissance avec Courbet, ou la reprise en main d'une inspiration qui est très, très nettement celle de Velázquez, celle de Murillo, celle de Rubens, certains aspects de Rembrandt ou de Franz Hals. Donc c'est ça, c'est cette reviviscence d'une peinture très, très à la fois baroque et réaliste, très forte. Et Christiane, tu as certainement lu ce numéro de Chimère où il y a cette analyse qui a été faite, qui était une comparaison entre ce sexe de chien et d'autre part la naissance du monde, l'origine du monde qui est un sexe féminin.
mais je ne me rappelle plus du tout quelle était cette analyse qui avait été faite. Tu ne vois pas? Non, non, ouais. C'était dans le numéro qui avait été publié par Stéphane Nadeau, d'ailleurs, dans Chimère, et où là, c'était ça ne s'imposait pas totalement comme analyse, d'ailleurs, mais c'était intéressant parce qu'il est évident que ce chien renversé et qui a un sexe extrêmement visible est très curieux en premier. On ne le voit pas très bien là-dedans, parce qu'il met sur le tableau, il est très visible. Il est à Besançon, ce tableau, et il avait été présenté d'ailleurs lors de l'exposition Courbet à Paris. Là-dedans, c'est peut-être pas... c'est dans le cadre de ce que tu dis, mais c'est un exemple aussi de vision, d'angle de vue tout à fait original, et on peut dire, on pourrait dire justement, non pas incongru, si c'est peut-être incongru dans la mesure où c'est inhabituel, ou peut-être dans des scènes ou tableaux de chasse qui sont relativement abondants dans la peinture au cours de l'histoire de la peinture, que ce soit en France ou dans d'autres périodes. Et là, il a présenté quelque chose sous un aspect tout à fait nouveau, tout à fait original. Je voulais insister, évoquer quelque chose. Oui, tu as bien évoqué cette idée que on a dirigé contre Courbet, généralement avec beaucoup de violence, parfois une violence accompagnée de haine ou de jalousie lorsque ça venait de certains peintres, peut-être malheureusement Delacroix, parce que bien que Delacroix également est estimé à certains moments Courbet, ainsi que Baudelaire, mais ensuite je crois qu'il y a eu un revirement et que il y a eu une sorte de... Un très bon exposé. Comme j'ai sous les yeux ce renard, je noterai à titre purement ponctuel que également, d'ailleurs, dans ces scènes, les scènes de chasse sont très nombreuses chez Courbet, à partir d'un certain moment, d'ailleurs, il a abandonné, on pourrait presque dire tout autre sujet. Il était lui-même chasseur, mais en même temps, là, moi je vois quelque chose qui est une sensibilité tout à fait terrible à l'animal sauvage, parce que ce malheureux renard, c'est affreux, il a une patte qui est serrée il est renversé parce qu'il a une patte qui est serrée dans un piège, qui lui mord la patte et qu'il a cassé la patte, et c'est atroce comme situation. Je savais, lui-même était chasseur, donc on ne peut pas dire que c'est fait nécessairement par pitié pour le renard, mais c'est ce qu'on pourrait appeler une empathie très profonde avec comme on a parlé de Van Gogh la fois précédente, tu parlais de Cézanne également, mais je pense que chez Van Gogh il y a également la même empathie avec son objet. Et là, ce renard, ça fait penser également dans la célèbre scène où il y a un cerf qui est à la ligne, qui est tué et qui est tenu par des chiens et qui va être tué par des chasseurs. Il y a un chien également qui est comme ça, qui est renversé, mais qui a été tué. Je ne sais pas ce qu'il a fait ce chien. Il a dû être tué par le cerf d'ailleurs. Il a dû recevoir un coup de corne. Et tu vois, c'est ce je crois que je dois l'avoir. Qui avait donné lieu, mais je ne me rappelle plus quelle était l'analyse qu'il y avait eu, lorsqu'il y avait eu tu étais pâle, mais ça avait été édité dans Chimère. Sur Guillaume Quinghem, lorsqu'il y avait eu à Quimper un colloque organisé par Alain Nage et Brossa sur Guillaume Quinghem, il y avait un psychanalyste
et qui avait fait une analyse de ce chien de Courbet et du sexe que montrait, je ne sais plus du tout à propos de quelle chose il avait fait cette analyse-là du sexe de Courbet, qui était du chien de Courbet, du chien qui était renversé sur le dos et que l'on voyait entre ses jambes danser, qui était à la hauteur du nez du spectateur. Je ne sais pas, tu y étais pas toi, mais toi tu as vu